On a beaucoup parlé tout à l'heure d'écosystème, et d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, notre présence aujourd'hui, c'est vraiment, nous sommes le reflet de l'écosystème avec la chance qu'on a d'avoir notre audience. Alors cet écosystème-là, comment est-ce qu'il se traduit dans votre périmètre? Quel est-il? Avec qui vous travaillez? Quels sont vos partenaires? Si tant est que vous en ayez, ou même peut-être les concurrents qui eux-mêmes déploient leur réseau de partenariat. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la forme que cela prend? Et finalement, à quoi ça sert de développer un écosystème de partenaires? Pour le coup, j'ai des choses à dire sur le partenariat, sur les partenariats et l'environnement start-up de la région. On en parlait tout à l'heure, j'étais au Mexique avant de rentrer créer ma boîte. Je suis venu m'installer à Marseille et j'avais évidemment, comme beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, les problèmes de financement qui en découlent. Après une formation rapide, j'ai postulé à French Tech Tremplin, ce qui fait que je connais, donc j'étais là ce matin pour le programme French Tech Tremplin d'ailleurs, qui m'a permis d'avoir les fonds de démarrage, qui m'ont permis de lancer l'activité, de recruter une première personne, de continuer à avancer. En parallèle, donc, le programme French Tech Tremplin, ce qu'il faut comprendre en général de la French Tech, c'est que souvent, l'image du SAT un petit peu, c'est mise en réseau et mise en relation de tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit les incubateurs, les entrepreneurs et les grands groupes. Souvent, c'est le rôle principal de la French Tech. Là, pour le coup, je suis rentré en incubation chez Les Déterminés, qui est un incubateur de la région. On a 7-8 autres qui font partie du réseau French Tech Tremplin. Et l'étape finale qui était en début d'année, j'ai postulé pour rentrer, donc pour rendre un petit peu et pour être acteur réel de cet écosystème-là. Vous voyez, cet écosystème pour nous, il est très particulier parce que aujourd'hui, bon, je suis en costume, mais des fois, je suis de manière plus décontractée avec des start-upers. On fait parfois de la représentation, parfois au contraire, on est là pour, moi le beau premier, je vais dans les laboratoires former les jeunes docteurs à la propriété intellectuelle pour les sensibiliser en disant attention, ne va pas dans n'importe quelle manifestation internationale pour parler de tes travaux sur la paillasse parce que si tu ne l'as pas protégé, on est en plein dedans dans la divulgation. Donc prudence, pour mon métier, voilà, c'est aussi de sensibiliser ces jeunes doctorants à la réalité de la captation de l'IP et c'est un vrai problème. Donc voilà, un écosystème complexe. Je peux me permettre une mini-question pour toi. Est-ce que l'un des succès personnels, l'un des succès aux États-Unis, ça a été leur capacité, entre autres, il n'y a pas que ça, mais à combiner la puissance universitaire au monde économique, au monde privé, dans les mêmes campus, sur les mêmes lieux, et avoir cette émulation et la totale, l'émulation, la recherche, la traduction en use case, le financement, la totale, et tout ça sur des campus de plus en plus gros, etc. Ça ressemble à ça ou c'est pas ça? En deux mots, en quoi tu te différencies par rapport à ce modèle? Ce modèle-là a marché. Oui. La France aujourd'hui veut s'approprier ce modèle-là. Donc nous, sur notre territoire, typiquement, on est en capacité de créer des lieux uniques qui vont être des lieux totems où on veut mélanger les industriels avec les étudiants, les jeunes docteurs. Sauf que ce modèle-là, je le disais, a marché. Est-ce que la France, qui a toujours un peu du retard sur le continent nord-américain, est en capacité de mesurer qu'aujourd'hui, si on veut être vraiment dans la concurrence internationale, on doit dépasser ce modèle-là et faire notre modèle français à nous? Ou est-ce qu'on doit être dans ce petit modèle-là, ne pas regarder ce qui se passe aujourd'hui en Asie ou encore aux États-Unis? Moi, je pense que le modèle aujourd'hui à regarder, c'est plutôt le modèle asiatique. C'est-à-dire, en quelques mots? En quelques mots, c'est de dire que ce qui compte, ce n'est pas nécessairement la recherche académique, mais plutôt la capacité à introduire l'industriel dans la recherche académique. Et quand je dis ça, je sors un petit peu du cadre politiquement correct. Aujourd'hui, c'est notre capacité à vraiment démontrer à un industriel que la recherche publique aujourd'hui lui permettra d'avancer beaucoup plus vite que si cet entrepreneur est seul sur sa R&D. D'accord. Et aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en France, les industriels aient capté la force, en tout cas le potentiel de la recherche publique dans sa globalité. Oui, mais à quel niveau voilà. Il y a encore des entrepreneurs qui prennent le risque de la R&D
sans la recherche académique. D'accord. C'est des mondes un peu étanches, non? C'est des mondes qui sont beaucoup trop étanches. Oui, peut-être, Voilà. effectivement. Donc, acculturer justement des industriels, acculturer aussi des chercheurs Oui, dans deux sens. au vocabulaire de l'entreprise, voilà, c'est un métier qui est un peu celui de la SAP pour essayer de faire phosphorer tout ça. Au niveau, si on parle de confiance et d'éthique, dans notre domaine à nous et dans notre secteur à nous, c'est plutôt un petit peu ce qui s'est passé dans le fameux film, justement, c'est de réussir à acculturer des gens qui sont habitués à un modèle ancien. C'est ce qui prime, justement, c'est juste l'expérience. Je suis un ancien joueur ou je suis recruteur depuis X années, donc j'arrive à repérer, j'ai l'œil et le flair du coup pour savoir si ce joueur va marcher ou pas, réussir à changer les mentalités pour dire qu'au final, ça ne va pas être la personne qui décide elle-même, mais c'est juste se servir de la donnée pour avoir justement élargir. Nous, on peut se baser, on a une base de données de près d'1 million de joueurs, donc forcément, au bout d'un moment, on va pouvoir aller regarder bien plus loin que ce qu'ils avaient vu au départ. Ça va être le premier filtre, ça va être un modèle en entonnoir un petit peu, on va filtrer au niveau de la donnée d'abord. Ensuite, on confirme nos premiers choix par de la vidéo pour s'assurer que les points forts qu'on a vus et les points faibles qu'on a vus sont bien justifiés au niveau du jeu. Et après, la dernière étape, là, ça reste toujours le recruteur qui va aller superviser le joueur et la petite shortlist, on va dire de 5 ou 10 joueurs, qui pourra aller superviser sur place et au final donner la décision finale de savoir s'il le recrute ou pas. Donc tu donnes, enfin d'abord, quelque part la confiance, elle vient, si j'ai bien compris, d'abord du cross-check avec beaucoup d'informations que tu utilises, que tu vérifies pour s'assurer que ce que tu dis est exact, avéré. Et quand même l'humain, à la fin des fins, reste quand même fondamental dans la décision. C'est ça, je fais la démonstration sur les 5 grands championnats et sur des joueurs connus pour leur montrer, en gros, j'essaye que l'information vienne d'eux. Et après, une fois que je prouve que ça marche, et là, je dis, sur une base de 2 millions, allez les voir ces joueurs. 1 million de joueurs 1 980 000 joueurs. Impressionnant, hein. C'est monstrueux. La SAT, la confiance. Alors, côté SAT Sud-Est, la confiance. Bon, la confiance, moi je la résume en 3 mots sur l'IA. Transparence, responsabilité et responsabilisation. La transparence, nous, on le passe par un canal qui est simple, c'est la propriété intellectuelle. Lorsqu'on va déposer un brevet, ou alors pas pour l'IA, mais ce sera plutôt une enveloppe solo, ou lorsqu'on va être dans une protection spécialement dédiée à l'IA, cette information est après connue du public, il suffit de pouvoir la consulter, donc la transparence, on la valide de cette manière-là. La responsabilité, c'est nous avons, nous, la responsabilité en tant que dispositif d'État, de nous assurer que ce que l'on va proposer comme développement de technologie soit conforme aux directives de l'État, conforme aux directives européennes. Et aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les recommandations de la Commission européenne qui déjà cadre ce sujet-là. Bon. Donc, on règle cet aspect sur la responsabilité en s'appuyant sur les dispositifs qui existent. La responsabilisation. Alors, la responsabilisation, c'est de se dire qu'on est en capacité de donner les clés de la voiture, de la techno, à des personnes qui vont pouvoir contrôler ce qui est fait avec cette matière sur l'IA. Nous, là-dessus, on le fait tout simplement en proposant des prototypes, en exposant cela sur des salons d'affaires, et on est en capacité d'apporter concrètement la matière première en disant voilà, on va être transparent, responsable, et nous alerter la SAT si vous sentez que cette technologie dérive sur une approche ou sur une autre. Est-ce que demain on va se lancer, je ne sais pas moi, sur un dispositif qui va permettre de calculer précisément le vol d'une abeille par rapport au vol d'une guêpe? Est-ce que ça va être utile de dépenser entre guillemets l'argent public sur une technologie de cet ordre-là si derrière il n'y a pas un marché économique viable, intéressant et qui va apporter quelque chose à l'humain? Donc c'est là où aussi, nous, la transparence que l'on apporte, c'est de témoigner, comme un peu aujourd'hui, voilà les dispositifs que je vous ai présentés. Personne n'a levé la main en disant attention, ce dispositif est dangereux, envoyer des rovers sous-marins pour aller tester quelque chose, faire un contrôle de l'usure de la voirie via la fibre optique. Personne ne s'est offusqué de ça, mais parce qu'on en parle librement, à partir du moment, alors moi je reviens sur mon cœur de métier, à partir du moment où j'ai protégé la propriété intellectuelle, j'en parle librement, parce qu'au préalable, je sais que les personnes de copie, s'il y a une dérive sur ce qu'on va proposer, est identifié, on va de suite nous freiner dans le cadre des revendications qu'on pourra faire sur des produits. Donc on est cadré parce que voilà, on a ces outils-là juridiques qui cadrent notre métier.
Bien écoutez, enfin, encore une fois, moi, d'abord un merci vraiment du temps, de la transparence, de la qualité en tout cas de mon point de vue de l'échange qu'on a eu avec notre audience. Puis je trouve qu'on s'affinit bien parce que, si je peux me permettre, ça donne une réalité à l'objet qui était quand même ce qu'on a passé cet après-midi, c'est-à-dire l'annonce de ce partenariat entre Reality Lab et IBM, et de voir à quel point vous êtes des acteurs très pluridisciplinaires, régionaux, pour développer encore une fois la métropole Aix-Marseille et plus largement le sud-est. Je trouve ça très, on va dire, rassurant et surtout enthousiasmant. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses en espérant prendre notre part également en tant qu'acteur technologique. Mais encore une fois, un grand merci et je remercie